Alors bonjour à tous, désolée pour le retard, on ne nous avait pas prévu qu'on avait changé le planning. Du coup, nous, on est des médecins généralistes, alors remplaçants ou installés. On est membre de Réagir, qui est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Donc on représente les médecins généralistes du moment que vous avez fini votre internat, même non thésé, et installés depuis moins de 5 ans, et les chefs de clinique universitaires. Du coup, l'atelier qu'on va vous présenter, en fait, c'est nos activités respectives, pour vous montrer un petit peu l'évolution sur les quelques années où on remplace, où on s'installe, et vous donner un peu une idée des différents types d'exercices, que ce soit en libéral ou en salarié pour ma part, et que vous puissiez faire votre choix en fonction de ça. Voilà, merci. L'objectif, c'est que ça soit un petit peu interactif. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous vous poseriez sur le moment, parce que le but, c'est que vous réussissiez un peu à vous projeter, à savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire derrière, parce qu'encore une fois, en médecine générale, il y a plein de possibilités. C'est pas ça. Hop. Trop vite. Ça, c'est le problème avec les Mac. Donc... Moi, je suis Pierre-François Engrand, donc je suis adhérent à Réagir, et je suis dans le Nord, et je suis remplaçant. Plus pour très longtemps, mais en tout cas, je vais vous présenter mon exercice de remplaçant. Donc, ma situation initiale, c'était... j'ai fini mon internat en novembre 2015, c'est pas récent. J'ai soutenu ma thèse peu après, en juin 2016. De toute façon, vous, la plupart du temps, vous allez devoir soutenir votre thèse avant la fin. Et j'ai eu une activité de remplaçant avec... non. Ah non, enfin... Non, j'ai pas du tout une activité mixte. Moi, je suis libéral. La seule activité de salariat que j'ai, c'est 2 heures de cours par an à l'IFSI. Donc non. Clairement pas. Je suis remplaçant en libéral. La correction était un peu difficile. Alors... Ah oui, d'accord, en fait, tu as fait une diapo de résumé. Les activités annexes, effectivement, c'est syndical, mais ça, je voulais y venir vers la fin. On va le refaire comme j'avais envisagé de le faire. Donc, j'avais pas du tout remplacé pendant l'internat, ce qui risque aussi de vous arriver de plus en plus, puisque le CNGE, comme la conférence des doyens, sont plutôt motivés pour vous autoriser à remplacer qu'après le ça se passe, au lieu de la situation actuelle où vous remplacez après 3 stages validés dans le N1. Ceci dit, donc moi j'avais pas remplacé pendant l'internat, j'ai eu un début d'activité juste après la fin de mon internat, une thèse peu après, mais qui voulait dire que sur le premier semestre 2016 j'avais une activité modérée, et puis ensuite j'avais surtout remplacé 1 à 3 jours par semaine, et puis les vacances scolaires. Un début de remplacement assez classique qui commence assez doucement. À la fin de la première année complète, donc je vous ai fait pas la fin de la première année 2015, mais donc 2016, le bilan c'était 35 483 € déclarés en micro-BNC, ce qui me permettait de me dégager globalement 2 000 € par mois, puisque c'est ça qui nous intéresse et ce qui nous permet de bouffer. Et ce qui correspondait à peu près finalement à ce que je gagnais en fin d'internat, donc ça me convenait. Peu de dépenses. Alors micro-BNC, c'est des considérations fiscales, ça, on va pas forcément s'appesantir là-dessus, mais sachez qu'il y a un régime derrière quand vous êtes libéral, il y a un régime simplifié, où globalement ça correspond, c'est un peu comme, vous savez que vous pouvez vous déclarer en frais réels ou pas en frais réels. Bon, le BNC c'est les frais réels, c'est le standard. Et le micro-BNC, il y a un abattement, et du coup, vous n'avez pas à faire tenir toute votre comptabilité, etc. Vous mesurez que les entrées. J'ai quand même mis les dépenses, mais voilà, en micro-BNC, vous partez sur le principe que vous avez peu de dépenses. Donc 2326, ce qui fait qu'il me restait quand même une bonne part des 35 000 €. L'évolution. Donc, moi, j'ai pas fait de remplacement fixe. Il y en a quelques-uns qui se fixent à certains endroits et qui remplacent très régulièrement et qui ont des activités de remplacement du coup assez fournies. Moi, au total, j'ai remplacé 13 médecins sur 4 ans sur différents secteurs du Nord et du Pas-de-Calais, avec une activité finalement assez irrégulière, puisqu'il y a des mois où je travaillais pas et des mois où je travaillais pas mal.
En 2019, si on prend cet exemple-là, donc l'année dernière, j'ai fait un congé maternité, donc là j'ai pas mal remplacé au début d'année. J'ai fait les vacances scolaires au premier semestre, et puis au deuxième semestre, pour plein de raisons différentes, j'ai beaucoup moins travaillé. C'est-à-dire que j'ai dû travailler 6 semaines au total entre 7 ans, entre les vacances, etc. quoi. Mais au final, mon chiffre d'affaires cible, il a été atteint l'an dernier puisque j'ai fait 50 586 pour une cible qui était à 51 000. Si je vous dis ça, c'est pour vous introduire cette notion de définir vos propres objectifs. En fait, il faut que vous définissiez ce que vous voulez être votre cadre de vie. Et donc, pour ce cadre de vie, qu'est-ce que vous devez gagner, comment vous devez travailler, etc. Pendant le remplacement, ça va vous permettre de voir combien de jours vous voulez travailler, avec quelle intensité vous voulez travailler. Mais ça peut aussi définir les remplacements que vous allez choisir. Si vous choisissez des remplacements, on va dire, alimentaires à 35 actes par jour, ou des remplacements un peu plus intéressants, où vous restez aux alentours de 20 actes par jour. Et puis, ces objectifs-là, une fois qu'on les a, on peut quantifier un peu son exercice. Et après, quand vous serez installé, la même question se pose. C'est quel rythme de consultation je fais, quel rythme de vacances je fais, parce qu'à un moment, il faut souffler aussi. Et tout ça, ça implique d'avoir bien cerné ses objectifs et puis d'avoir un peu simulé. Parce que je pense que c'est quand même une bonne chose de se préparer un peu en avance. Sur les 51 000, là je suis en BNC, ce qui veut dire qu'il faut que je retranche toutes mes cotisations sociales, et toutes mes dépenses. Ce qui fait que déclaré, je suis à 35 401 en BNC. Ce qui finalement fait un chiffre d'affaires relativement stable. Alors avec ça, moi je me dégage 2 500 € par mois. Mais ça fait finalement, ça reste relativement stable depuis mon début d'exercice, même si le passage en BNC fait que au final, je gagne quand même un peu plus. Alors, estimez vos cotisations sociales, parce que ça va faire une grosse part. Globalement, vous pouvez dire, tant que vous n'êtes pas taisé, vous n'avez que l'URSSAF à payer, encore que ça risque d'évoluer. Pour l'instant, c'est encore dérogatoire. Ceux qui font des remplacements libéraux sans être taisés n'ont pas encore à payer la CARF. Mais l'an prochain, ça viendra peut-être. En tout cas, c'était censé venir cette année. Donc vous avez l'URSSAF. Vous voyez l'URSSAF, si on part sur 50 000, c'est 5 000 €. La CARF, c'est 11 000 €. L'ensemble des deux, il faut compter environ 36% de votre chiffre d'affaires. D'accord ? Tant que vous n'êtes pas installé, ça va faire à peu près ça. Tu peux peut-être redire juste ce que c'est la CARF, parce que je crois que oui, c'est pour ça, interrompez-moi, posez toutes les questions que vous avez à poser. La CARF, c'est la Caisse autonome de retraite des médecins de France. Donc en fait, c'est notre retraite, c'est les cotisations retraite. Comment ? Et aussi invalidité, prévoyance, il rajoute 2-3 trucs. Mais enfin, globalement, c'est surtout la retraite. Vas-y. Non. En fait, effectivement, c'est un abus de langage parce que la plupart du temps, nous, c'était quand la thèse était le dernier truc qu'on passait. En fait, c'est à partir du moment où tu es diplômé. Mais par contre, s'il n'y a plus la dérogation qui est reconduite, la CARF, il faudra la payer dès lors qu'on a une activité libérale. C'est-à-dire que si tu commences à remplacer pendant l'internat, il faudra... Alors, il y a un régime simplifié qui a été mis en place là aussi pour que vous n'ayez pas des sommes inconsidérées à payer par rapport à vos revenus. C'est un prorata ou alors si on commence nos remplacements et qu'on est taisé diplômé en fin d'année, vaut mieux pas remplacer pour pas payer la CARF si c'est un forfait. Alors, voilà, déjà, quoi qu'il arrive, ça sera proratisé sur le temps de ton activité. Donc si tu remplaces juste les 2 derniers mois, ta CARF elle sera déclarée sur ce que tu as gagné sur les 2 derniers mois. D'accord ? Et ensuite, en général, c'est un pourcentage, mais de ce que tu as gagné à N-1. Donc forcément, la première année, c'est un forfait, mais qui sera proratisé aussi. D'accord ? Voilà. Oui. J'imagine que ça ne suffit pas la CARF pour forcément prendre une complémentaire retraite ou Oui.
Alors, non, enfin, retraite. Alors, en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a, voilà, bon, il y a déjà la CARMF. Alors, après, complémentaire retraite, bah, ça, c'est à chacun de voir. Et puis, pour l'instant, j'ai envie de te dire que je peux pas tellement te dire les choses, puisque pour l'instant, on sait pas où on va. Donc, on en reparle peut-être dans un an. Mais pour l'instant, tant qu'on sait pas plus où on va, la complémentaire retraite, possiblement. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, et c'est pour ça que je t'ai répondu oui spontanément au départ, c'est que par contre, il te faut une prévoyance. C'est-à-dire que pour le côté sécurité sociale, etc., tu es mal protégé. Hein, tu as 90 jours de carence quand tu es en libéral. 3 mois. Hein. Enfin, quand tu payes la CARF, du coup, quand tu es non taisé, pour l'instant, tu n'as que dalle. Oui. Oui, et les non taisés ont absolument rien, y compris après 90 jours. Donc, enfin, comme on l'a montré, là, pour l'instant, les sommes, elles sont pas forcément mirobolantes, mais comme tu sais qu'après, les premières années, c'est forfaitaire et que tu vas te faire rattraper parce que tu auras gagné quand même beaucoup plus d'argent, pour avoir une idée, là, le forfait, il est calculé sur le fait que vous gagnez 7 000 € à l'année. Je vous rassure, vous ne gagnerez pas 7 000 € à l'année. Hein. 15 000 €, ça représente 6 semaines de remplat, donc 19 000 €, pardon, en brut. Donc voilà, donc clairement, il vaut mieux mettre de l'argent de côté avant de s'énerver à vouloir payer... une retraite complémentaire, c'est bien d'y penser, il faut complémenter sa retraite. Hein. Mais déjà, mets de l'argent de côté pour payer ce que tu dois qui est obligatoire. Et après, tu pourras t'amuser à faire du facultatif. Et après, juste, mais effectivement, ça ce sera peut-être plus tard, mais il faut aussi prévoir d'autres modes de rémunération, par exemple de l'investissement immobilier, des assurances vie, etc. Et là, vous pouvez vous faire accompagner aussi d'autres organismes. Bon, comme l'a dit Laure, c'est pas la toute première année que vous allez penser à ça, mais bon, on est encore un peu dans le flou vis-à-vis des retraites, mais il semblerait que si on avait moins de cotisations à payer, vous pouvez aussi mettre de côté aussi sur d'autres modes pour récupérer de l'argent après. Mais ça, encore une fois, miser là-dessus, une fois que vous êtes bien installé, que vous avez un train de vie qui est régulier, etc., hein, pour pouvoir anticiper justement. Et donc, pour revenir sur ces fameux objectifs, 36%, vous imaginez bien que c'est le plus gros pôle de charges, c'est cotisations sociales. Et donc c'est pour ça que Réagir a mis en place un simulateur qui permet donc vous allez sur le site de Réagir et il y a un endroit, c'est dans Je débute, cotisation sociale simulateur et donc vous pouvez simuler en fonction du chiffre d'affaires que vous souhaitez obtenir, vous avez les cotisations sociales qui sont calculées. Donc ça vous permet de pouvoir faire des tests, voir un petit peu ce que ça donne, et puis de pouvoir un peu mieux anticiper. Après, moi j'ai misé sur un tableur que j'ai construit moi-même, mais un simple fichier Excel en fait peut faire l'affaire. Le tout, c'est que ça vous donne vos informations. Là, moi en l'occurrence, bon... Je vous ai donné juste un petit bout, hein, parce que le reste, il me calcule tous les patients, enfin j'entre tous les patients que je vois, et puis du coup, il me calcule les rétrocessions que je dois demander. Mais ça enregistre toutes mes recettes. J'ai mes objectifs qui sont à 2500 € mensuels. Du coup, il faut que je cible sur 51 724 de recettes à peu près. Dedans, j'ai rentré la CARMF, l'URSSAF. Bon, c'est ce que j'ai fait au bout de 3 ans. Hein. C'est la 3e version du fichier. Mais globalement, même si vous le faites une fois en one shot, ça vous permet, faites les calculs, posez les calculs pour savoir un petit peu où vous allez. Si vous avez besoin de ça, de tel montant pour vivre, là en l'occurrence 2500, ça va me couvrir le prêt pour la maison, ça va me permettre de bouffer, ça va me permettre de faire mes frais courants, etc. Et donc ça, c'est ce que j'ai besoin à titre personnel. Et donc après, le reste en découle. Ok ? Et là-dessus, je vais revenir sur la première diapo. Ça vous permet de définir tout ça, c'est défini en fonction de vos activités annexes. Parce que pour être épanoui dans son exercice, il faut pouvoir faire autre chose. Il faut pouvoir souffler. Et à des tas de moments, on a des journées qui sont longues, on a des journées qui sont dures. Et donc, il faut pouvoir avoir des soupapes. Et ça peut passer par l'activité syndicale. En l'occurrence, moi, je fais partie de Réagir et de Nord-Agir. Nord-Agir étant la branche du Nord-Pas-de-Calais de Réagir. Ça peut être des activités médicales. Participation à des formations. Moi, je fais partie de la Croix-Rouge française, et donc j'ai une activité, je mets avec mes compétences de médecin.
Les vacances, bien évidemment, mais pour d'autres, ça peut être la musique. Moi, je fais des jeux de rôle. Enfin, il y a plein de possibilités. Le tout, c'est de pouvoir souffler et donc de pouvoir se réserver le temps pour tout ça. D'accord ? La famille, bien évidemment, parce que ça prend forcément pas mal de temps. Juste un dernier point. Vous voyez, moi, pour tout ça, j'ai bossé 110 jours. Sur environ 264... Enfin, globalement, c'est un mi-temps. Hein, sur l'ensemble de l'année, par rapport à une activité de médecin généraliste à temps plein, j'ai travaillé la moitié du temps. Mais parce qu'il y a des mois où il n'y a pas tellement de remplacement, il y a des mois où on travaille bien, et puis voilà. Ok ? Ah oui, la suite pour moi, effectivement, installation, c'est pas en cabinet de groupe, hein, c'est en maison de santé pluriprofessionnelle. Et c'est pas le 12 mars, c'est le 16. Mais sinon, sinon merci. Excuse-moi, Donc, tu peux dire un mot sur l'URSSAF, s'il te plaît? Oui, alors l'URSSAF, c'est, je sais plus, ouais, une union de recouvrement des il n'y a pas cotisation, mais enfin c'est de sécurité sociale. En fait, c'est pour tous ceux qui, enfin, c'est la structure qui va récupérer toutes les cotisations sociales pour l'assurance maladie, mais aussi pour la CAF. Voilà. Et la formation professionnelle aussi, qui est une des parts de la cotisation de l'URSSAF. Après, je ne vais pas faire le détail. Sur le simulateur, il y a le détail des différents points. Parce qu'en fait, effectivement, la CAF, c'est séparé, etc. Enfin, il y a le détail de tout ce qu'il y a exactement dans l'URSSAF. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la structure d'État qui va recouvrer pour les indépendants, mais aussi hein, l'employeur, l'hôpital, il va payer les cotisations sociales à la CARMF. D'accord ? C'est à partir du moment où on est employeur et quand on est à l'URSSAF. J'ai dit CARMF, c'est URSSAF, pardon. À partir du moment où on est employeur ou on est indépendant, on doit payer nos cotisations sociales et nos cotisations sociales, on les paye à la CARMF. Voilà. D'autres questions ? Eh bien, je passe la main. Alors oui, donc j'ai mis docteur entre parenthèses parce que moi je suis remplaçante non thésée, je fais partie de cette espèce qui va passer sa thèse au bout de la 3e année post-internat. Bouh. Voilà, j'ai pris mon temps. Mais d'où l'importance de se préoccuper de sa thèse dès le départ. Je me suis dit j'ai le temps. Et voilà. Et maintenant du coup je me dis j'ai plus le temps, il faut que j'avance. Voilà. Du coup moi j'ai fini l'internat donc en novembre 2017, je suis non thésée. La thèse est en cours, elle est quand même lancée, je vous rassure. J'espère la soutenir en septembre s'il y a encore des dates à la fac. J'ai une activité depuis 3 ans quasiment, qui est exclusivement salariée du coup en centre de santé municipal. Mes activités annexes, du coup syndicales, Réagir, ça me prend beaucoup de temps, vu que je suis la présidente de Réagir. La structure locale qui est Réagir Île-de-France. Je fais des formations aussi, et puis les vacances, les sorties, le point de croix, ça prend du temps aussi. Le sport, c'est ma résolution 2016, peut-être qu'en 2020 je vais y arriver, je sais pas encore. Et du coup, je me vous ai pas localisé, je travaille donc en centre de santé dans le Val-de-Marne, en Île-de-France. Du coup, mon début d'exercice, donc j'avais pas fait de remplat pendant l'internat, j'ai commencé un mois après, je me suis pris quelques vacances quand même, c'est pas mal, hein, vous pouvez essayer de faire ça, hein. Vous inquiétez pas, du remplat, il y en a, donc vous avez le droit de prendre des vacances après le 1er novembre de la fin de votre internat, ça fait du bien. Et ensuite, j'ai fait surtout des remplacements fixes, alors soit sur des congés maternité, des congés maladie longue durée, des dispos. En centre de santé municipal, il y en a pas mal, donc ça se trouve. Et en général, 2 jours et demi à 3 jours, parce que je voulais me laisser le temps pour bosser ma thèse. Donc j'ai pas beaucoup avancé, ok, d'accord. Et l'activité syndicale aussi, qui me prend pas mal de temps. Le bilan de ma première année, du coup, je vous ai fait comme Pierre-François, plutôt sur du coup fin 2017 et surtout 2018, parce que finalement 2 mois, c'est pas très représentatif. Du coup, j'ai 30 000 € déclarés, donc moi c'est 30 000 € déclarés net, c'est un salaire hein, qui tombe tous les mois, sonnant et trébuchant, avec les congés payés inclus. Non, 30 000 à l'année, oh là. Les centres de santé, ils sont pas riches. Hein. 30 000 € en tout. Ce que j'ai vraiment touché, vraiment fait. Et pas de charge, vraiment, à part les 2-3 frais, mais que je déclare pas, parce que finalement, c'est pas très intéressant. Les 10% d'abattement des impôts, ça me suffit largement. Parce que j'ai pas la CARMF, tout ça à payer, c'est déjà dans mon salaire.
Je suis pris en charge par la Sécu générale, donc voilà. Ça change pas trop du statut d'interne, quoi. Après, du coup, 2019, j'ai un remplacement plus ou moins fixe. Bon, après, ça reste irrégulier, c'est des périodes de 5 mois ou 6 mois où on peut avoir des remplats. Après, ça dépend de ce qu'on recherche et comment on bosse. En centre de santé, c'est plutôt en général des remplacements sur des périodes longues, parce qu'ils budgètent le fait de pouvoir embaucher un remplaçant. Donc j'ai surtout remplacé pendant des congés maladie, des vacances scolaires. Et en gros, pour vous dire, le salaire des centres de santé, c'est très variable. Alors déjà, si c'est privé ou municipal, c'est complètement différent. Les centres municipaux, c'est un salaire, soit sur la grille péage, soit un salaire qu'ils ont décidé comme ça. Certains, c'est progressif, d'autres, c'est borné, et vous avez toujours le même salaire que vous bossiez 10 ans là-bas ou un an. Ce qui est plutôt pas mal quand on remplace et qu'on est remplaçant, qu'on arrive et qu'on nous dit, voilà, vous êtes échelon 12 sur la grille péage, qui en a 14. Mais bon, après, il n'y a pas de progression. Et puis il y en a d'autres, c'est progressif, et tu commences à l'échelon 2. Et là, tu pleures. Parce que échelon 2 de la grille péage, je vous laisserai regarder, hein, c'est pas beaucoup. C'est 2200 €, mais pour 35 heures. Moi, j'ai été payée 2200 € pour 18 heures. Voilà. Donc le salaire il est très variable. Si vous vous démerdez bien, entre 2200 € et 2700 € par mois à mi-temps. Bien de préciser, c'est un mi-temps. Enfin, un petit peu plus qu'un mi-temps. Et peu de frais, globalement, je peux y mettre les congrès, les DU et les inscriptions universitaires, sauf que globalement, ça ne représente pas grand-chose par rapport aux frais libéraux. La suite pour moi, du coup, c'est finir ma thèse. Ouf. Essayer les remplacements libéraux, ça m'irait bien. J'avoue que les centres de santé, c'est sympa, mais des fois, la hiérarchie, c'est chiant. Donc le remplacement libéral et les maisons de santé pluriprofessionnelles, voire universitaires, ça m'intéresse. Finir ma présidence aussi du syndicat, ça va me permettre de me projeter. Et pour choisir un lieu d'installation, parce que pour l'instant, mon projet n'est pas finalisé. Alors, si vous avez des questions sur le salariat, c'est le moment. Parce qu'après, ils ne sont pas salariés. C'est quoi les maisons de santé municipales ? Non, c'est les centres de santé municipaux. Alors, un centre de santé, c'est tu as un pôle administratif avec des secrétaires, des gens qui recouvrent les frais de consultation, puisque tu fais le tiers payant intégral, sur la part sécu et sur la part mutuelle. Et puis après, le principe, c'est que sur le municipal, c'est forcément pluridisciplinaire. Tu as des médecins, voire des dentistes, et sinon tu as du paramédical, des kinés, des infirmiers, et tu as des obligations légales de santé publique qui sont de faire des consultations de prévention, donc on fait de la vaccination gratuite. On peut faire des journées de dépistage à thème cancer du côlon, cancer du sein, etc. etc. Après, on fait aussi des journées de sensibilisation dans les écoles. Globalement, c'est ça les obligations des centres de santé. Et donc, il y a plein de professionnels. On fait plus ou moins des réunions pluridisciplinaires, ça dépend des centres de santé. On essaye de bosser avec les autres structures comme les CMP ou les médecins libéraux. La seule différence, c'est que le centre de santé, tout le monde est salarié dedans. Voilà, par rapport à une maison de santé pluridisciplinaire où, du coup, tout le monde est libéral et juste ils louent des locaux et ils ont du personnel administratif en commun. Voilà, c'est ça la différence. Et municipal, du coup, je suis payée par la ville. Autant vous dire que le budget est pas ouf. Mais les centres de santé, du coup, les modèles sont généralement déficitaires. Il y a un peu une austérité quand même en ce moment. Alors, le rythme de consultation, je ne vous l'ai pas donné. Il y a certains centres où j'étais à donc une consultation toutes les 15 minutes. Et puis il y en a d'autres où j'étais une consultation toutes les 20 minutes. Ça dépend. Les horaires, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Moi, je faisais de 9h à 20h. Après, chacun se débrouille sur ses horaires. Et après, du coup, le rythme patient, c'est très variable en centre de santé. On peut avoir pas mal de lapins. Du coup, entre 18 consultes et 30, c'est très variable. Hein. Mais la moyenne, c'est plutôt 22. Donc ça correspond à peu près à une consultation en libéral avec un bon rythme. Voilà. L'avantage du centre où je bosse, c'est qu'il y a du paramed, il y a du social aussi. Donc bosser avec l'assistante sociale, ça change ma vie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le salariat ? Oui. Alors, en fait, je pense que c'est aussi biaisé parce que maintenant j'ai une activité syndicale, c'est ma casquette qui fait que je deviens un peu en mode revendication. En fonction des directions, c'est un médecin qui est en général directeur, et donc du coup tu sens plus ou moins l'austérité budgétaire en fonction des endroits parce que les villes ont quand même moins de budget, donc elles veulent quand même faire des économies, sauf que du coup ils veulent pas virer des gens des administratifs parce qu'ils peuvent pas vraiment. Du coup, l'objectif, c'est d'augmenter la cadence des médecins, ce qui n'est pas trop compatible. Toutes les 15 minutes, déjà, c'est charrette, parce qu'en général, c'est pas le médecin traitant. Le monsieur, il est polypatho, polypourri.
Et en plus, ses droits sécu, ça ferme demain. Donc voilà, c'est pour te dire à peu près le tableau. Donc, voilà. Et donc du coup, c'est ça. Et puis des fois, le manque d'ambition, normalement, ils ont des missions de santé publique, mais il y en a beaucoup qui sont complètement dépassés et qui du coup proposent rien. Ou pas grand-chose, et du coup, tu fais pas de santé publique, sauf que moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir faire vraiment de la consultation de prévention. Et là, pour le coup, quand t'as qu'une consulte de vaccin par mois, ou les CGIT qui est ouvert de temps en temps, du coup, c'est pas très satisfaisant, tu fais pas vraiment, et pour le coup, les populations, en général, qui viennent dans les centres de santé, elles auraient besoin de pouvoir faire de la prévention. Ça serait intéressant de pouvoir en faire, et d'aller au contact aussi des écoles ou des autres centres, notamment le CMP, d'aller bosser en CMP. Ça permettrait aussi de capter aussi les patients psychiatriques qui souvent ont un déficit de suivi de médecins généralistes. Après, c'est comme à l'hôpital. Il y a un moment où t'en as un peu marre d'être la botte du chef. Après, c'est pas exactement la même hiérarchie, mais t'es quand même censé rendre des comptes. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on passe à la suite. Alors, je vais vous parler un petit peu plus du côté installation. Déjà, j'aimerais bien savoir à qui je parle. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont un projet d'installation, qui savent déjà à peu près où ils veulent s'installer? Ouais. Ok, il y en a quelques-uns. Bon, là, je vais donc vous raconter, moi, comment ça s'est passé. Alors, moi, j'ai fini l'internat et la thèse début 2017. Mais je remplaçais déjà quand j'étais interne, c'était quelques samedis, quelques vacances par-ci par-là. Et à partir de 2017, j'ai fait plus régulièrement 3 jours par semaine dans un cabinet fixe, puis des semaines en plus à droite à gauche. Et en janvier 2019, je me suis installée, donc on est à 2. Et là, actuellement, mon activité, c'est je travaille 3 jours et demi par semaine fixe, et un samedi sur 2. Alors, je discutais avec une de mes remplaçantes qui disait moi j'hésite à m'installer parce que j'aime bien prendre des vacances quand même. Moi j'ai pris 10 semaines en 2019, en plus c'était ma première année d'activité et ça n'a pas posé de problème. Enfin, pas pour moi en tout cas. Donc en moyenne, mon activité là, c'est 20 consultations par jour. Alors je me suis... moi, les médecins qui me racontaient, j'ai fini à 22h... moi, je disais non, moi je ne ferai pas ça, c'est impossible. Donc j'ai beaucoup de créneaux d'urgence, comme ça je suis sûre que je peux répondre à toutes les demandes de nourrissons qu'on l'a fait, etc. Mais ça me fait que des fois j'ai des journées qui sont un peu plus vides. Mais bon, c'est pas grave, je fais autre chose. Il y a toujours quelque chose à faire une fois qu'on est installé dans son cabinet. Mes consultations, c'est 15 minutes, mais je me laisse des trous assez facilement pour pouvoir encaisser le retard si jamais il y en a. Alors, en 2017, sur mes remplacements, j'ai remplacé 130 jours. J'avais un chiffre d'affaires qui était à 54 000 €. Et donc des revenus, une fois qu'on a enlevé les 34%, donc quand vous gagnez moins de 70 000, vous pouvez considérer qu'il y a 34% qui vont être déduits en charge. C'est pas que vous dépenserez 34% en charge. C'est juste que vous pouvez dire aux impôts, je choisis le régime où on enlève 34% de charge. Donc finalement, j'avais 36 000 € de revenus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu combien ça m'a coûté de créer mon cabinet, parce qu'on a créé un cabinet de rien. On a loué des locaux, on a créé notre société, on a tout fait à partir de zéro. J'avais déjà remplacé dans le coin, mais tout ce qui est là, c'est ce qu'on a fait. Alors, les contrats. Donc nous, ça nous a coûté la somme de 220 € parce que, pour tout vous dire, j'ai une copine juriste qui m'a aidé à faire les contrats et c'est moi qui ai été les enregistrer au tribunal de commerce et c'est moi qui ai fait toutes les démarches. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise, et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, faites-vous aider d'un professionnel, soit d'un comptable, soit d'un avocat, soit d'un juriste pour rédiger vos contrats. Vous pouvez trouver des modèles types de contrats d'installation, enfin de création de SCM, de société civile de moyens, sur le site du Conseil de l'Ordre. Et après, vous pouvez ajuster. Mais faites-vous quand même conseiller pour savoir au début à quoi vous vous engagez. Par exemple, si jamais il y en a un qui part, comment ça se passe? Est-ce qu'il paye encore des charges? Combien de temps il les paye? Combien de temps il peut partir en vacances? Combien chacun met dans la société? Est-ce qu'on fait 50-50? Est-ce qu'il y en a un qui travaille beaucoup plus, donc du coup on fait au chiffre d'affaires? Il faut le décider ça au début. Quand vous pensez que vous allez vous installer, vous dites aux gens, ben voilà, moi je veux faire par exemple payer les frais
au prorata du temps de travail, ou je veux faire à 50-50. Si je pars, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça. Bon, après, vous n'êtes pas à imposer vos trucs, c'est quelque chose qui se décide avec les autres, mais que ce soit bien clair dès le départ. Oui. Non, quand tu es seul, c'est pas obligatoire. La société civile de moyens, donc c'est une société qu'on a créée à deux pour mettre des choses en commun, puisqu'il y a des choses qui pourront être payées que par nous deux réunis. L'électricité, par exemple, on la paye pas chacune. C'est le local c'est la société qui la paye. Le ménage, la secrétaire, enfin tout ça, voilà. Tout ce qui est payé en commun, c'est une entité supplémentaire qui te permet de pouvoir payer directement, quoi. Non, c'est que c'est beaucoup plus simple pour la trésorerie. C'est pas tellement au niveau fiscalité, c'est pour la trésorerie. Tu payes en commun. Alors que sinon, il faudrait qu'au contraire, fiscalement, il y en ait un qui paye tout sur certains postes, puis qui refacture à l'autre. Et voilà, c'est beaucoup plus complexe. Alors que là, il y a des statuts, c'est propre. Et puis une fois que c'est mis en place, ça roule. Et en cas de conflit, effectivement, ça permet d'être beaucoup plus carré. Même si l'autre cas de figure peut très bien être cadré aussi dans le contrat de travail en commun, quoi. Mais bon, s'il y a une ACM, ça simplifie un peu les choses. Oui, et ça, tu le définis quand tu rédiges ton contrat. Comment on fait s'il y a quelqu'un qui vient en plus? Oui. Non, enfin, c'est pas compliqué. Faut pas avoir de phobie d'administratif, mais. Il suffit de créer des parts ou bien de redispatcher, c'est-à-dire que si tu prends la succession de quelqu'un d'autre, tu peux récupérer ses parts. Enfin voilà, c'est comme une entreprise. Enfin, la plupart des entreprises, ça fonctionne aussi comme ça, dans le monde de l'entreprise, en dehors de nous libéraux. Et en fait, oui, c'est pas très complexe. Enfin, c'est juste que effectivement, à chaque fois, il y a des démarches administratives à faire, mais ça se fait. N'hésitez pas à nous écrire, à réagir si jamais vous avez des questions sur voilà, on me propose ça pour mon association, je ne sais pas si c'est bien légal, ou vous nous demandez à nous, vous demandez à votre conseil de l'ordre aussi, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres questions? Bon, je reprends sur les charges, donc voilà, ça c'est tous les frais qu'on a eu à deux pour la création du cabinet. Donc oui, il faut penser à acheter un extincteur. Oui, on est dans un lieu qui accueille du public, donc des petits trucs comme ça, l'ouverture de lignes de téléphone, l'ouverture d'EDF, etc. Acheter des chaises pour la salle d'attente, un micro-ondes. Voilà. Donc au total, ça nous a coûté par personne à peu près 2 750 €. Bon, il y a quelques petits trucs en plus, les frais de poste, etc. Mais globalement, c'est ça. Alors, les contrats SCM, Pilou, tu pourras nous dire les tarifs qui sont pratiqués par les professionnels? Tu m'en parlais. Ouais, alors c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Moi, là, je suis du coup en cours de... c'est une session de patientèle que je suis en train de faire pour la reprise de part. Le notaire me demande 1 800 € par société, donc pour la SCM, mais aussi pour la SCI, enfin pour les différentes sociétés qui peuvent exister. Et alors que le comptable, enfin le juriste du comptable nous demande pour les 3 sociétés, parce qu'en fait il y a SCM, SCI et CISA. Alors SCM, on en a parlé, on met en commun les moyens. SCI, c'est l'immobilier. Ça, c'est pas du professionnel, c'est du personnel, mais à terme, on devient tous propriétaires d'une partie des locaux. Et CISA, c'est ce qui vous permet de bosser avec tous ceux qui sont en dehors de la structure de groupe. C'est-à-dire, ça va vous permettre de bosser éventuellement avec le pharmacien qui, si vous devez bosser ensemble pour mettre des actions, surtout avec ceux qui ne sont pas reconnus comme professionnels de santé, des psychologues. Justement, la CISA compte pas les non-professionnels de santé. Ah oui? Là, j'étais persuadé que ça n'aurait été. C'est plutôt les infirmières, les sages-femmes, les podos, les kinés. Enfin voilà, et pour mettre en place des actions communes, plus que simplement pour le matériel. Et donc le juriste, pour les 3, il demandait 1 200 €. Donc c'est très variable de l'un à l'autre. Je pense qu'au niveau des professionnels, il faut poser les questions à droite à gauche autour de vous, à votre banquier, faire des devis et puis voir ce qui vous arrange le plus. Mais ça peut monter assez vite, parce que 1 800 €, c'était 3 fois 1 800 € qui demandait le notaire.
Voilà, donc là c'est un petit peu Juste, biaisé. pardon, je crois, si je ne me trompe pas, pour compléter, la CISA, en fait, ça avait été créé pour recevoir aussi de l'argent, des subventions de l'ARS, de la CPAM, pour pouvoir faire des projets, par exemple, dans les maisons de santé, etc., alors que la SM n'a pas le droit de recevoir des subventions. Donc là, c'était la diapo, combien ça a coûté à 2. Après, il y a ce que j'ai payé moi pour mon bureau. Donc les meubles, j'ai acheté mes meubles chez un fournisseur de meubles suédois que tout le monde connaît. Les tampons encreurs, sa plaque où il y a marqué médecin généraliste, le matériel informatique, donc il faut payer l'ordinateur. Moi, j'avais récupéré l'imprimante de chez moi et j'ai acheté du tonnerre, tambour. Le matériel médical, alors dans les 4 100 €, il y a 3 000 € de table d'examen. Voilà, pour vous faire une idée. Et la mise en place du logiciel aussi, donc il y a une formation et c'est payant. Alors là, moi les ordonnanciers, ça m'a coûté 0. Parce que, en fait, quand vous vous installez, la Sécu vous propose des ordonnanciers sécurisés et des ordonnanciers Bizone que vous avez gratuitement. Donc moi, je ne me sers que de ça. Et mes ordonnances simples, je barre la Bizone et puis j'ai écrit dessus. Donc ça me coûte 0. Oui, sur Adine. Mais voilà. Ou sinon, de plus en plus, on les imprime avec notre logiciel de gestion de cabinet. Hein. Donc, ah oui, c'est vrai sûr. que la plupart sont imprimés, donc on a peu de besoin là-dessus. Ok, donc ça, c'était les frais perso. Alors, ensuite, tous les mois, à 2, qu'est-ce qui tombe? Le loyer, l'EDF, le téléphone, l'assurance des locaux. Nous, on travaille avec un télésecrétariat, donc à distance, on n'a pas de secrétaire sur place et un service de prise de rendez-vous en ligne, et ça nous coûte un peu moins de 1 000 € par mois. Le logiciel, 360, etc. Le ménage aussi. Donc ça, c'est tous les frais qu'il faut compter pour travailler tous les jours dans un cabinet. Et au total, ça me coûte un peu plus de 1 600 € par mois. Donc ça, c'est mes frais de cabinet. Tous les mois, il faut que je sorte 1 600 €. En plus de l'URSSAF, en plus de la CARMF, en plus de mes frais de déplacement, etc. Alors, en 2020, oui, c'est ça. Non, c'est 2019. Je n'ai pas encore fait ça encore en 2020. Donc, en 2019, quand je regarde mon logiciel, j'ai fait 100 000 € d'actes. Juste les actes. En forfait de garde, j'ai à peu près 1 000 €. La rémunération sur objectif de santé publique, c'est une rémunération en plus que vous avez si vous répondez à des objectifs de santé publique. Donc en gros, que vous ne mettez pas trop d'antibiotiques qui ont des risques d'antibiorésistance, que vous faites bien le dépistage de l'hémoglobine glyquée à vos diabétiques, que vous leur faites bien le fond d'œil, etc. Si vous répondez bien aux objectifs, vous avez une rémunération en plus. Pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 1 mois de revenus, à peu près. Donc ça vous fait un 13e mois. Et le DPC, où ça m'a rapporté 400 €. En un an, j'ai 680 patients que j'ai déclarés en médecin traitant. Je ne compte pas en faire plus, parce que j'ai une semaine de délai de rendez-vous hors urgence. Donc moi, je bloque. Et la suite. Donc on a un projet de création d'une MSP à 24 pour 2022, avec plein d'infirmiers, de podologues, de psychologues, d'orthophonistes, de psychomotriciennes, etc. Là, on a déposé le dossier qui a été accepté par l'ARS. On est en train de rédiger le règlement intérieur et les statuts de la CISA, donc la société qui va réunir tout ce petit monde. Et on est en train de chercher un terrain à trouver. Alors, je ne sais pas si ça y était, mais du coup, il y a aussi tout ce qu'on fait à côté. Non, ça y est pas. Et donc, comme Pierre-François et Laure, donc il y a l'activité syndicale qui certes prend du temps, mais qui finalement, c'est vraiment une ouverture sur qu'est-ce que font les autres, comment moi je pourrais améliorer ma pratique, et je ne suis pas tout seul à me morfondre dans mon coin. Donc c'est vraiment un enrichissement personnel. Je vous invite vraiment à nous rejoindre quand vous aurez fini pour découvrir tout ce que c'est ce travail en commun de réflexion plus globale autour de la médecine. Et puis j'ai une activité aussi à Médecins du Monde. Je fais une matinée par mois une consultation bénévolement.
Je pars en voyage, je fais du ski, je fais plein de trucs qui me plaisent et qui me permettent d'être contente quand je vais au travail le matin et d'être contente quand je suis chez moi. Voilà. On va passer à Caroline. Oui. Alors, je l'ai fait le reste de la semaine, mais après, c'est un petit peu mélangé. On va dire que ça me fait un peu moins d'une demi-journée par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'installation ? Oui. Eh bien, en fait, moi, je considère... En fait, pour me donner un revenu, je vois ce que j'ai gagné sur un mois et j'en prends 40% que je mets sur mon compte perso. Donc là, tu vois, 100 000, ça fait 40 000. Par mois, tu divises par 12. Voilà, ta bac plus 9, tu vas le faire. Je ne l'ai pas dit aussi, quand j'étais remplaçante, je mettais 50% de ce que je gagnais de côté pour payer mes cotisations. Et j'étais très contente à la fin d'avoir ça pour payer mon installation aussi et tous les frais qu'il y a eu. Je n'ai pas fait d'emprunt pour mon installation. J'ai tout payé de ma poche avec ce que j'avais mis de côté pendant mes remplacements. Ok, merci. Merci Agathe. Alors bonjour à tous. Donc moi je suis aussi un docteur entre parenthèses, Caroline Monteragioni. Je suis remplaçante. Et puis je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc moi j'ai terminé mon internat en novembre 2017. Donc je ne suis pas encore thésée, mais normalement ça devrait arriver d'ici septembre. Et c'est facile à dire maintenant que j'y suis, mais vraiment, mettez-vous-y rapidement. Parce que vraiment, une fois qu'on est parti dans les remplats, c'est vraiment compliqué, surtout quand on a beaucoup d'activités à côté comme nous. Donc voilà, faites-le rapidement. Donc moi, je vous redétaillerai un petit peu après, mais j'ai commencé par des remplacements classiques, remplacements fixes. Et actuellement, je suis médecin adjointe. Donc, vous avez peut-être aussi entendu parler de médecin assistant. C'est un statut qu'on peut avoir quand on est non thésé. Normalement, si vous remplacez, vous pouvez remplacer qu'un médecin qui n'est pas là, qui n'est pas présent le jour où vous travaillez. Ce statut-là permet de remplacer en même temps, en fait, qu'un autre médecin de qui vous êtes adjoint. Alors c'est pas mal, par exemple, si vous avez envie de vous installer quelque part, mais vous savez pas trop encore comment ça va se passer, et aussi surtout si vous n'avez pas votre thèse, et ça permet un petit peu d'avoir vraiment votre patientèle à vous, puisque c'est pas la patientèle du médecin que vous remplacez, mais ça peut être une patientèle en plus, une file active. En général, c'est des contrats de 3 mois qu'on renouvelle. L'ordre accepte un maximum de 2 ans pour ce type de contrat, puisqu'ils veulent qu'on s'installe après. Mais voilà, moi ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça dans le but de m'installer. Mais à la base, c'était un endroit où je comptais pas du tout aller. J'avais remplacé un petit peu pour dépanner dans un contexte particulier. Et puis finalement, l'activité m'a plu et donc voilà, donc je veux rester là-bas. Et maintenant, mes patients, c'est comme si j'étais leur médecin traitant, quoi. Et en plus, ça ne vous empêche pas, si vous voulez, à côté, de continuer d'autres remplacements ponctuels. Donc ça m'arrive encore de dépanner un petit peu ailleurs de temps en temps ou de refaire des gardes. Donc voilà. Et puis, mes activités annexes, passionnantes. Donc, DU de tabacologie, que j'ai commencé l'année dernière et que je dois terminer. Le DU de pédagogie médicale, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé après, mais j'aimerais bien prendre un poste de chef de clinique à partir de novembre. Donc voilà, c'est déjà pour commencer un petit peu à me former du côté pédagogie. Donc, je suis aussi dans le syndicat de Réagir au niveau national et au niveau local à Réagir Lorraine. Donc je m'occupe principalement de la trésorerie, plus maintenant, et d'organiser des formations médicales continues. Et puis de toute façon tout le reste quand on est au sein du bureau. Et comme l'a dit Agathe, vraiment je vous invite à déjà adhérer à notre syndicat une fois que vous serez remplaçant, parce que voilà, on vit quand même grâce à vous, même si on est bénévole, on a des frais et forcément on vit vraiment que grâce aux cotisations. Et vraiment à rejoindre même nos équipes, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Déjà voilà, on est entre jeunes, c'est sympa.
Et puis, on apprend beaucoup en fait sur l'activité de médecine de manière plus globale. Bon, je fais aussi partie d'une association qui est la Flash FMC, je ne sais pas si vous connaissez. On rédige des recommandations HAS, etc., qu'on envoie par mail ou par SMS toutes les semaines. Voilà. Et puis, comme tout le monde, j'aime les vacances. La famille, pour moi, c'est important. Et voilà, il faut savoir vraiment mettre les priorités aussi où vous voulez. Et le sport, c'est aussi une perspective 2016 pour moi. Donc j'ai commencé mes remplats moi pendant l'internat, donc j'ai terminé donc en novembre 2017 et j'ai commencé en février. Je crois que c'était une semaine, un petit peu pour voir comment ça se passait. J'avais posé une semaine de vacances. En tout, alors moi j'ai compté vraiment, l'année civile, j'ai remplacé 11 médecins. Ouais, ça me paraît bizarre. 11 médecins. Si, alors c'est ça, 27 jours, et puis des gardes. Je sais pas, mes collègues n'en ont pas trop parlé, moi je fais quand même, pas mal, quand même quelques gardes. J'aime bien en fait aller à la campagne. En plus, souvent c'est assez tranquille quand vous prenez des gardes très rurales. Où il y a aussi ce qu'on appelait la nuit profonde, qui se fait de moins en moins, mais en gros, vous êtes de garde même la nuit et financièrement c'est assez rentable et pour être assez peu appelé. Donc voilà, je faisais mes autres activités et j'aime bien l'activité en garde en fait parce que il n'y a pas, il y a pas trop full. Ça dépend où vous le faites, mais du coup vous pouvez vraiment prendre le temps avec les gens et moi je trouve ça assez sympa. Et en plus souvent c'est 100% de rétrocession. Alors mes recettes, donc que 2017, forcément les recettes n'ont pas très élevées puisque j'étais encore interne, donc, mais tout ce qui est que libéral, j'avais 15 000 euros. 19 000 euros, j'avais renoté moi tout ce que j'avais touché avec mes actes, et 15 000 euros, c'est ce qu'on m'a rétrocédé. Donc ça faisait en moyenne 80% de rétrocession. C'est à peu près ce que j'ai tout le temps. J'ai fait quelques remplats à 70% et je pense que ça s'équilibre avec les gardes, mais généralement c'est 80%. Aussi parce que j'étais prête à faire pas mal de routes et aller dans des endroits où en tout cas ils faisaient peut-être des meilleures offres entre guillemets, mais et au niveau des charges, alors j'ai juste l'URSSAF, j'avais eu pour 659 euros la première année, qui est à peu près le forfait. Les impôts, je vous ai mis une estimation parce que je payais mes impôts à 2, donc c'était un peu compliqué de vous mettre, mais j'ai compté à peu près 20-30%. Et puis je vous ai parmi la prévoyance. La prévoyance en tant qu'interne, pour le salariat, c'était 10 euros par mois. Et après, une fois que vous passez remplaçant, il faut remettre votre statut de prévoyance à jour. Et je crois que je payais autour de 30 euros par mois, quelque chose comme ça, pour avoir une protection au bout de 7 jours d'arrêt de travail. Et de 3 jours en cas d'hospitalisation. Comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement la CARM c'est 3 mois d'arrêt de travail avant d'être payé une journée. Donc avec cette prévoyance-là, Et puis en plus, vraiment, ça j'insiste beaucoup, mais prenez une prévoyance vraiment en tant qu'interne déjà. Moi, c'était pas prévu, j'étais hospitalisée. Ça peut vraiment arriver n'importe quand. Oups. Alors ça, c'était juste, je veux pas vous embrouiller. Alors du coup, j'avais rajouté ça pour bien vous expliquer que quand vous êtes interne, vous avez vraiment 2 comptabilités séparées si vous commencez à remplacer. Il y a vraiment l'activité salariée et l'activité libérale qu'il faut bien différencier. Et ça, c'était en fait mes frais réels, mais de salariat. Ça, vous gardez bien tout ça pour pouvoir le déduire quand vous allez faire votre déclaration pour le salariat. Et après, pour tout ce qui est libéral, j'avais pas tout ça puisque, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure, je suis en micro-BNC, parce que je touche moins de 72 000 euros par an, et il y a un abattement directement de 30%. Donc ensuite, en 2018, donc là, l'année complète où j'ai fait que du remplat, j'ai principalement fait 3 jours de remplat fixe. Alors j'avais 2 jours à un endroit, donc ça devait être mardi, mercredi, et le jeudi, je le faisais ailleurs, donc ce qui me laissait des grands week-ends. Je faisais à peu près autour de 25 actes par jour.
Moi, c'est vraiment un de mes objectifs, plus presque que ce que je dois gagner à la fin du mois, c'est mon nombre d'actes par jour, parce que je veux pas dépasser 25. Après, voilà, j'ai l'impression d'être à l'usine et je prends pas mal de temps avec les patients, donc après je me sens dépassée. Donc 20-25 pour moi, c'est très bien. Et ça, c'est aussi un truc que vous pouvez vraiment négocier avec les médecins que vous remplacez, parce que j'ai remplacé certains médecins qui envoyaient 50-60 par jour. Donc je leur ai dit, moi, ok, je veux bien vous remplacer, mais ce sera 25 et pas plus. Et ça s'est très bien passé comme ça. Donc depuis octobre 2018, donc, je suis médecin adjointe. Donc en tout, j'avais remplacé 20 médecins différents, beaucoup de mes maîtres de stage. Je pense que souvent c'est comme ça, on remplace beaucoup nos maîtres de stage pour commencer, on connaît les logiciels, on sait un petit peu comment ça se passe. Et j'ai tenu absolument à faire des remplats à d'autres endroits. Des endroits où j'avais en fait pas forcément envie d'aller, mais je voulais vraiment être sûre que c'était ce que je voulais pas faire. En gros, je voulais essayer le sans rendez-vous. C'est quelque chose qui m'attirait pas spécialement, mais j'ai voulu en faire pour voir. Donc ça a confirmé que je ne veux pas faire de sans rendez-vous. Quand les gens attendent 4 heures et qu'ils vous hurlent dessus, voilà. Ça se passe pas toujours comme ça, mais en tout cas, moi, ça m'a pas convenu. J'ai beaucoup été dans des stages en maison de santé. Donc voilà, j'ai tenu aussi à remplacer dans des cabinets seuls, qui n'avaient pas forcément de secrétariat sur place, etc. Donc tout ça, ça a bien confirmé que ce que je voulais, c'était être en maison de santé avec d'autres professionnels, donc d'autres professions que la mienne, d'autres médecins généralistes, avoir un secrétariat de préférence physique, parce que pour moi, il y a une grosse différence. Un secrétariat à distance, ça peut être utile, mais pour moi, les secrétaires, elles sont vraiment indispensables. Je ne vais pas avoir m'occuper du ménage le soir quand j'ai déjà une grosse journée. Voilà. Et donc là, mes recettes en 2018, donc 74 900 d'actes, et donc rétrocédé à moi, pareil, en moyenne 80%, c'était 65 000 €. Ah, il y a du coup une erreur, j'ai pas payé 65 000 € d'URSSAF. C'était 6 900 € d'URSSAF. Et pareil, les impôts, je vous ai mis 13 000, mais en vrai, je pense que j'en ai payé beaucoup moins. Et comme l'a dit Agathe, très important, tout de suite, dès le début, mettez-vous bien de côté la moitié. Moi, j'avais d'autres choses à payer, donc je ne l'ai pas fait. Et après, c'est aussi pour ça que je courais après certaines gardes pour me refaire une petite santé. Donc, essayez vraiment, dès le début, de vous mettre 40 à 50%, comme ça, vous êtes vraiment tranquille ou quoi. Et donc, 2019, donc là, j'ai fait pareil, principalement médecin adjointe, des gardes, quelques autres remplats, puisque vous voyez que j'ai remplacé encore quand même 10 médecins différents. Je vous avais remis les jours, moi j'avais fait 138 jours, alors je crois que ça faisait 25, 26 semaines ou 27. Et des recettes moins importantes, parce qu'au final, quand j'ai pris le statut de médecin adjointe, en fait, pour vous expliquer, j'ai repris la patientèle d'un de mes anciens maîtres de stage qui est décédé brutalement. Et le temps que j'arrive, il y a pas mal de patients qui étaient partis ailleurs, qui voulaient pas avoir quelqu'un qui était dans un statut un peu intermédiaire, où ils veulent un nom sur la plaque. Donc voilà, ces gens-là sont pas forcément revenus. Et en début d'année, j'avais des jours parfois à 10 patients, voire moins. Donc j'ai commencé quand même à me poser des questions, parce que c'est vrai qu'on n'entend parler que des déserts médicaux. L'endroit là était censé être un désert médical, et je me suis retrouvée avec pas beaucoup de consultations. Et puis en fait, ça s'est très vite... ça a changé très vite, j'ai refait des gardes l'été. Mais c'est vrai que sur les 3-4 premiers mois, c'est là que je vous dis qu'il faut vraiment mettre de côté, parce que vous ne savez pas comment va évoluer votre activité après. Et donc à peu près pareil pour la rétro, etc. Les charges à peu près, on va dire, similaires. Et la suite, c'est finir ma thèse. Et donc j'aimerais m'installer dans cette maison de santé-là en novembre. Donc pour le poste de chef de clinique, on est installé à mi-temps. Et on est à mi-temps, donc à la fac, on donne des cours, on encadre des thèses, on fait de la recherche, etc. Après, c'est pas trop clair, mais c'est juste pour vous rappeler, on l'a déjà dit, qu'une fois qu'on est thésé, on cotise à la CARMF.
actuellement, vous ne payez pas la CARMF, donc si vous n'êtes pas thésé. Il va y avoir un régime de déclaration simplifiée en place. Donc ça va vous concerner vraiment là directement pour ceux qui vont commencer les remplats cette année. En gros, si vous touchez moins de 19 000 €, vous aurez un régime de déclaration simplifiée. Vous vous inscrivez. C'est censé faire toutes les démarches pour vous, normalement. Et en gros, vous recevez de l'argent, vous déclarez et vous payez tout de suite. Donc il y a moins ce problème de régularisation après d'une année sur l'autre. On vous demande des sommes conséquentes. Mais prévoyez, mettez tout de côté comme prévu pour ne pas être quand même surpris. La cotisation à l'ordre des médecins qu'il ne faut pas oublier une fois qu'on est thésé aussi. Le comptable, alors tant que vous êtes en micro-BNC, c'est pas obligatoire parce que c'est assez simple, hein, votre compta, vous comptez, enfin vous mettez sur un Excel ce que vous touchez et puis voilà, et puis l'URSSAF que vous payez et plus ou moins la CARMF. Mais après, bon voilà, une fois que vous êtes en BNC, c'est quand même mieux, je pense. Et puis bon, l'AGA, c'est l'association de gestion agréée, pareil, il faut en prendre une après une fois que vous êtes en BNC. Ça, c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ok. C'était quoi qu'elle avait dit ? Bon, on n'a pas parlé du coronavirus, c'est pas à jour, mais voilà. Je voudrais juste Si tu as fini. Bien, vas-y. rajouter un petit truc donc, par rapport à la diapo. Donc, vous avez compris, vous êtes recherché. Tout le monde vous veut partout. Tout le monde a envie de vous voir s'installer chez lui. Ne vous faites pas avoir. Attention, il y a des médecins. La vente de patientèle, dans ces termes, n'est pas autorisée. Ça n'existe pas de vendre une patientèle. On peut vendre du matériel, mais on ne vend pas une patientèle. En plus, actuellement, avec les demandes de médecins, le médecin qui veut vous vendre la patientèle, c'est qu'il vous prend pour un débile. Ça, oui, t'as acheté ? Ça arrive. Non, mais enfin, réfléchissez bien. Si jamais vous avez l'impression qu'on est en train de vous embarquer dans un truc que vous ne voulez pas faire, ne le faites pas. Écrivez-nous. Demandez aux autres autour de vous. Vous n'êtes pas obligé de vous installer nulle part, que ce soit bien clair. Et nous, on travaille pour vous, pour ça. Donc, réfléchissez bien avant de vous installer. Vous n'êtes pas pressé. L'installation, ça s'anticipe. Moi, je conseille au moins 6 mois, enfin 6 mois à l'avance, minimum 3 mois, mais 6 mois. Réfléchissez bien. Faites un projet qui vous va et qui ira sur le long terme surtout. Et oui, parce que... vas-y, Juste, je prends ta question juste après. Et puis, n'oubliez pas, pour vous déstresser aussi par rapport à tout ça, parce que l'installation, ça fait peur, qu'il y a aussi des possibilités de déplaquer derrière. Hein, il y a pas mal de médecins qui déplaquent, parce que, ou bien c'est parce que ça se passe pas bien, ou bien parce qu'ils ont une autre opportunité qui s'ouvre à eux. Je veux dire, dans la société, à l'heure actuelle, tout le monde, la plupart des gens ont plusieurs métiers dans une vie. Et il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas aux médecins. D'accord ? Donc effectivement, on est loin de l'image d'Épinal du médecin qui va s'installer, qui a grandi dans le village où il va s'installer. Voilà, il y en a encore, hein, tout à fait, et il en faut, mais ce n'est pas une obligation, clairement. Et puis après, par rapport au rachat de patientèle, elle a tout à fait raison. En fait, il faut que ça soit en accord avec ce que vous attendez, etc. C'est-à-dire que, alors moi, on ne peut pas racheter une patientèle, on ne rachète pas des gens. Ça, c'est interdit. Hein. L'esclavagisme, c'est interdit. Donc, c'est un droit de présentation. Le droit de présentation, il était très à la mode dans les années 80-90. Ils ont payé ça rubis sur l'ongle. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à vouloir le vendre très cher. À l'heure actuelle, vu la démographie médicale, ça vaut peanuts. Après, vous pouvez accepter d'en mettre un. Moi, globalement, si j'ai accepté, c'est essentiellement parce qu'il y a le cadre qui a été monté. En fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau en plus du purement matériel, parce qu'il y avait le cadre de la MSP qui venait d'être fait, qu'il y avait l'informatisation qui était pas trop mal faite, etc. Enfin voilà, c'était plus un accompagnement, un cadre de travail, un cadre de vie. Et sur le cadre de travail, c'est de l'immatériel. Pour ce qui est de l'immatériel, on peut le formaliser comme ça.
D'accord ? Mais par contre, effectivement, vous ne dites pas que... et puis, il faut que ça vous convienne. C'est-à-dire que par rapport à cet immatériel, il faut que vous vous prochiez en vous disant « Oui, bah ça me paraît à peu près le prix ». Moi, clairement, les discussions qu'on a eues avec le médecin auquel je succède, ça a commencé il y a un an. Il y a un an, il me demandait une somme qui me paraissait totalement déraisonnable, en tout cas qui était très au-dessus du marché à l'heure actuelle. Et au bout d'un moment, comme on n'avançait pas, je lui ai dit non. Puis on en a pu parler pendant 6 mois, et puis 6 mois après, il m'a rappelé en me disant tes conditions, c'est toujours ça. Ok, je les accepte. Bon, bah là, ok. C'est tout ce qui est dit. C'est demander autour de vous, demander à vos amis combien ils ont, qui sont déjà installés, combien ils ont payé. Demandez-nous éventuellement, parce que nous aussi, on a une expérience. On est là pour ça. On est là pour vous apporter l'expérience qu'on a glanée dans toute la France. Mais même sur un territoire, demandez aux gens autour qui sont déjà installés, qui sont généralement jeunes installés, parce que si c'est installé il y a 30 ans, ça ne va pas être du tout le même système. Mais posez les questions. Moi, j'ai demandé du coup à d'autres amis qui étaient installés en maison de santé combien ils avaient payé et surtout sur quel poste, parce que si ils payent beaucoup, mais que c'est beaucoup de SCI, parce que les murs, les prêts sont remboursés, etc. Donc il y a pas mal de valeur. Bon, bah ça, c'est pas tellement comparable. Ou si c'est la SCM qui demande un droit d'entrée relativement important parce qu'il y a 2-3 secrétaires, que c'est une grosse structure, etc. Enfin voilà, c'est vraiment essayer de vous faire une idée sur le cadre et essayer de trouver le cadre le plus similaire et qui vous corresponde derrière. Parce que même si lui, il a payé cher, c'est pas, peut-être que vous n'êtes pas prêt à payer aussi cher. En fait, il faut te poser la question des murs. Est-ce que c'est de la location? Est-ce que c'est de l'achat? Donc ça, c'est souvent, si c'est de l'achat, ça va être le plus gros, hein, parce que l'achat la revente d'une patiente, enfin d'un cabinet à l'heure actuelle, en dehors des murs, ça va être entre peanuts et 20-30 000 quand c'est une grosse structure qui fonctionne beaucoup avec pas mal de personnel autre. Donc ça, c'est sans compter les murs, hein, parce que les murs, ça peut monter à 100 000 si besoin. Ensuite, s'il est seul, il n'y aura pas de SCM, il n'y aura pas de tous ces trucs-là. Donc ça, c'est de côté. C'est juste après un contrat de cession, parce qu'il y a toujours un contrat qui dit que lui, il te donne la main. Hein, ou alors sinon, tu ouvres ton cabinet de l'autre côté de la rue, puis lui ferme le sien. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de cession, et il n'y a pas de transmission surtout. Il y a besoin du contrat de cession pour dire qu'il y a la transmission des informations. D'accord ? Et ça peut tout à fait être un euro symbolique. Hein. Ça ne peut pas être 0, ça peut être un euro symbolique. Et puis ça peut très bien s'arrêter là s'il y a 0 matériel. En général, il y a toujours un peu de matériel que tu essayes de valoriser pour quelques centaines à quelques milliers d'euros, quoi. Ça peut très bien être de 1 euro symbolique, mais dans ce cas, tu as beaucoup à investir sur le matériel, etc., à quelques milliers d'euros, jusqu'à, effectivement, si c'est une grosse structure pluriprofessionnelle déjà installée avec plusieurs secrétariats, etc., enfin, voilà, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Non, les gens sont libres. On estime à peu près à 70%, quand même si tu prends la succession et que c'est annoncé correctement, à 70% la patientèle qui reste. Ça veut dire... en fait, la différence si tu crées totalement, tu as moins de frais, on va dire, au début. Par contre, tu verras aussi moins de gens. C'est ce que disait Caroline tout à l'heure, c'est que tu peux très bien te faire... Moi, j'ai une amie qui s'est installée. Alors, eux, ils ont fait un gros pari, c'est qu'ils ont fait une double installation en même temps. Sur cette double installation, ils ont mis un bon 6 mois à avoir plus de 10-15 patients par jour. Enfin, à avoir un niveau stabilisé à 10-15. Moi, j'estime mon seuil de rentabilité à 15 patients. C'est-à-dire que si je vois 10 patients, je sais qu'à la fin du mois, il va falloir quand même se serrer un peu la ceinture. Là, moi, alors j'ai pas encore repris, pour l'instant je suis encore dans la fin des remplacements, mais je sais que là, je commence sur une base à 20-25 patients. Et donc, en fait, oui, tu payes un peu au début, après c'est une tranquillité d'esprit aussi que tu achètes en te disant, voilà, mais
Sachant que même sur une création de patientèle, ça va relativement vite. 1 an après, tu as ton activité. C'est vraiment sur la tranquillité d'esprit de 1 an. Donc après, c'est à toi de voir ce que tu préfères, ce que tu as envie de faire. Et clairement... Ah non, tu n'es pas obligé. Après, de toute façon, même une fois que tu as récupéré... La patientèle, le cabinet, on va dire, c'est immatériel. Les locaux, c'est encore autre chose. Et du coup, même toi, quand tu as ta patientèle, tu peux très bien déménager, tu peux changer d'endroit. Le passage à une maison de santé, souvent, ça amène d'arriver dans des locaux communs. C'est pas obligatoire, il y a les maisons de santé hors les murs. Et un petit truc au passage, pardon, du coup, sur vos contrats de remplacement, on est en train d'essayer un petit peu de les refaire avec l'ordre, mais faites attention sur les clauses de non-installation. Ça peut vous paraître aberrant qu'aujourd'hui, quelqu'un vous empêche de vous installer. Ça arrive régulièrement. Bon, nous, on est un petit peu biaisé parce qu'on a justement les retours des gens pour qui ça se passe mal. Mais malheureusement, des médecins peu scrupuleux, il y en a partout. Et en gros, si ça se passe mal et que dans le contrat, on avait laissé la petite clause comme quoi vous ne pouvez pas vous installer à tant de kilomètres, et voilà, vous ne pouvez pas. Donc, j'ai une amie, elle l'a remplacée pendant 5 ans au même endroit, elle devait prendre la succession, et puis finalement, il y a eu un petit couac, et il s'est opposé à ce qu'il s'installe un peu plus loin. Quand on sait la difficulté aujourd'hui pour que les jeunes médecins s'installent, si, en fait, ça peut arriver qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Donc vraiment, vous demandez carrément, si le médecin est d'accord, mais supprimez-la, cette clause d'installation. La plupart du temps, comme c'est sur le contrat type, voilà, c'est laissé comme ça, c'est pas modifié, et ils sont en général d'accord pour que vous l'enleviez. Mais pensez bien à le demander, c'est important voilà. Même si vous pensez pas du tout vous installer là après, vous l'enlevez, vous savez pas de quoi est fait l'avenir, et ça vous assurera une sécurité. Je voulais juste pondérer un petit peu ce que tu disais sur le début d'activité, parce que maintenant, il y a beaucoup d'aides à l'installation. Vous le savez, quand vous vous installez en zone un peu sous-dense, vous avez des aides qui vous permettent justement de pallier au manque d'activité en début d'installation, qui vous permettent d'assurer un revenu minimum. Même si vous voyez que 5 patients par jour, l'Agence régionale de santé souvent complète pour vous faire un salaire qui vous permette de je sais plus, de 5 000 et quelques par mois, quoi. Ça voilà. dépend du contrat. Et idem, vous avez des contrats tout courts pour l'aide à l'installation sur des territoires entre guillemets désertiques, donc qui correspondent à une grosse partie de la France quand même. Donc à moins de vous installer vraiment proche d'une ville, en gros l'aide à l'installation, si vous êtes à temps plein, c'est 50 000 €, quoi. Donc vous touchez 25 000 € je crois la première année et 25 000 € l'année d'après. Quand vous êtes dans un territoire sous-doté, vraiment sous-doté, alors ça doit être le CPAM et l'ARS dans les territoires un peu moins sous-dotés, mais quand même une aide aussi de 50 000 €, quoi. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis si vous êtes en CPTS, bon, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais les CPTS en gros, c'est comme une maison de santé, mais à un échelon un petit peu supérieur pour travailler en réseau avec d'autres maisons de santé, d'autres cabinets, des EHPAD, etc. Je vous en parle parce que vous allez forcément en entendre parler. L'objectif du gouvernement, voilà, c'est de faire exploser les CPTS, qu'on puisse avoir tout le territoire français maillé par ces CPTS-là, qui vont, voilà, en gros, le but c'est d'améliorer l'accès aux soins, que tout le monde ait un médecin traitant. Donc, si vous avez sur une certaine zone, voilà, tant de cabinets qui vont pas prendre de médecins, qui vont pas prendre de nouveaux patients, pardon, c'est les réorienter vers un autre cabinet de la CPTS qui va peut-être en prendre de nouveaux. Et si vous rentrez dans une CPTS aussi en zone sous-dotée, etc., pareil, 50 000 € d'aide à l'installation. Donc, et en plus, quand vous êtes dans des zones désertiques, vous pouvez avoir 5 ans d'exonération d'impôts, quoi. Donc, vu ce qu'on paye comme charge, c'est pas négligeable non plus. Donc, tout ça, c'est des choses à étudier vraiment en amont. Prenez vraiment le temps de voir pour l'installation, parce que, comme a dit Agathe, vous allez être alpagué par beaucoup de gens qui vont vouloir que vous installez. On le comprend bien, le problème d'accès aux soins, bien sûr, on est concerné, nous, on s'en préoccupe, on essaie de trouver des solutions. Mais voilà, que ce soit les maires des communes, les médecins, les patients, dès que vous allez remplacer quelque part, on va vous dire vous pouvez vous installer ici, docteur. Donc voilà, il faut essayer de
pas trop subir cette pression-là. Et de bien réfléchir en fait à ce que vous voulez après pour votre vie professionnelle, votre vie personnelle, comment lier tout ça, comme le titre pour être un médecin généraliste heureux. Voilà. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions peut-être? Oui? C'est quoi les étapes pour remplacer? Eh bien écoute, tu viens nous voir en bas, on est au stand 31 et on va tout expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses et je pense qu'on n'aurait pas le temps là d'en discuter. Et juste pour rappeler, parce que je crois qu'on n'a pas trop dit au début, en 1 minute, tout ce qui est Réagir. Donc Réagir, c'est le syndicat national des jeunes médecins généralistes remplaçants, des jeunes installés de moins de 5 ans et de toute la filière universitaire de médecine générale, donc ce qui concerne les jeunes, donc les chefs de clinique, etc. Donc on est un syndicat national, un peu comme l'ISNAR va représenter les internes. Voilà, nous, on défend les intérêts des jeunes remplaçants, etc. On lutte contre la coercition régulièrement tout au long de l'année en faisant du lobbying auprès des députés, etc. On va avoir des réunions pour justement la retraite, avec l'ordre, etc., pour vraiment vous défendre. Et on a des branches locales dans les différentes régions où on va peut-être être un peu plus pratique à organiser des formations médicales, des soirées sur la fiscalité, les démarches pour devenir remplaçant, parce qu'on ne peut pas vous le dire là en 3 secondes, c'est vrai que c'est assez complexe. Et on reste dispo toute l'année par mail, etc. On a une page Facebook où on vous donne des infos toutes les semaines. Voilà, faut vraiment pas hésiter à nous solliciter si vous avez besoin. On est là pour ça, quoi. Si on veut schématiser, hein, c'est la suite de l'ISNAR après l'ISNAR, pour jusqu'aux 5 premières années après l'installation. Bon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer sur notre stand. Et puis, bon appétit.